Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez L'œil de Moumou, votre émission hebdomadaire avec Mourad Guichard qui ausculte chaque semaine nos grands médias, vous en livre les dérives, les dérapages et quelques rares accomplissements, il faut se le dire. Ce programme n'existe que grâce à vous, à vos dons. Alors soutenez La Riposte, c'est le nom de notre campagne, une campagne citoyenne, indépendante et populaire qui vise à bâtir une chaîne d'information sur les réseaux sociaux, mais aussi sur la TNT francilienne. Ça se passe dès maintenant sur campagne.lemediatv.fr. Et n'oubliez pas, si vous voulez nous voir sur la TNT, il faut signer la pétition sur tntdesindés.fr. C'est parti pour l'œil de Moumou. Bonjour Mourad. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toi, chère Amira. Alors c'est toujours un plaisir de te retrouver. On va teaser un peu la deuxième partie de l'émission. On va avoir un invité tout à l'heure, le politologue Thomas Guénolé. Il était à bord d'une des flottilles de la Liberté. En partance pour Gaza, il s'est fait kidnapper par Israël. Il a passé quelques jours en détention. Et puis, ainsi que notre confrère d'ailleurs. Oui, ainsi que notre confrère Andrei Manivi. Il a vécu la même histoire. Et Thomas Guénolé a décidé d'en faire un spectacle. Ce sera dans quelques jours au République. On en reparlera dans la deuxième partie de l'émission. Alors restez avec nous. Et en première partie, on va bien sûr décrypter les tops et les flops que tu nous as gentiment préparés comme chaque semaine. Mais juste avant, on va commencer avec ton traditionnel préambule. Oui, alors ce préambule, il va être particulier, je vous préviens, parce qu'il va être assez dense du fait d'une actualité que je trouve surréaliste, mais totalement surréaliste. Ça fait plusieurs mois que dans cette chronique, on pointe la dérive du service public en général, et puis ça tombe sur elle, Alix Bouyaya en particulier, donc journaliste politique sur France Info. Et là, elle va complètement partir en live, et elle va trahir, je pense, sans employer de gros mots, mais elle va trahir la mission première quand même de recul un peu par rapport à ses convictions personnelles, notamment sur le maire de New York, sur ce qui se passe au Moyen et au Proche-Orient. Et elle va enchaîner des mensonges à répétition face à Manuel Bompard qui va la recadrer. On est sur le cas de Mamdani, qui a charrié beaucoup de fantasmes, c'est un frériste, un intégriste, un antisémite et compagnie. Et là, manque de bol, quand on vient, alors je l'ai déjà dit, mais quand on va se coltiner Manuel Bompard, il faut se préparer un tout petit peu. On laisse tomber les jacuzzis, on laisse tomber le vélo d'appartement, et puis on y va. On prépare, on fait des fiches, on essaye de se renseigner un tout petit peu, ce qu'elle n'a pas fait. Je vous laisse voir cette scène, elle est formidable. Il est ouvertement pro-palestinien et il a repris en son temps un slogan, le slogan mondialiser l'intifada, en clair, faire la guerre aux Juifs partout dans le monde. Et quand on lui demande de condamner le 7 octobre, et bien souvent il botte en touche, il répète que le problème c'est l'occupation d'Israël. Est-ce que ça ne vous choque pas? Il y a 3 fausses informations dans ce que vous venez de dire. D'abord, le fait que ça voudrait dire faire la guerre aux Juifs partout dans le monde. Comment vous traduisez ça? Mondialiser l'intifada, je veux bien votre définition. Je vais corriger vos 3 contre-informations avant de répondre à votre question. Mais mondialiser Deuxièmement, il n'a pas utilisé ce slogan. Ça, c'est une deuxième contre-information. Si, il l'a utilisé, il a repris à son constat. Pas récemment, il ne l'a pas utilisé. On lui a posé la question de savoir si ça le choquait que des jeunes personnes l'utilisaient. Et il a dit « je ne suis pas là pour faire la police des mots ». Et vous traduisez ça par le fait que lui a utilisé ce slogan. Il l'a repris pardon, madame, de vous le dire. Pardon, madame, de vous le dire, mais je crois que vous êtes ici pour informer les gens et pas les désinformer. Et là, en l'occurrence, par votre question, vous les désinformez. Donc, personnellement, je n'ai pas non plus utilisé ce slogan. Par contre, je salue l'engagement de Zoran Mamdani contre le génocide en cours à Gaza. Et je dis d'ailleurs que ça lui a valu à peu près les mêmes procès que ceux que subit la France Insoumise depuis des mois et des mois de manière particulièrement infecte et particulièrement inacceptable. Donc ne Zoran pas condamner Mamdani, le 7 octobre il a évidemment condamné le 7 octobre. Madame, s'il vous plaît, franchement, donnez des informations qui sont exactes, parce que sinon, vraiment... Alors, une information exacte, il lève des fonds pour l'UNRWA. C'est une agence onusienne qui est accusée de collusion avec le Hamas. Madame, ça, c'est pas un problème aussi? L'UNRWA... Oui. Vous parlez d'une agence de l'ONU. Il y a eu une enquête qui a été faite sur ce sujet, sur cette soi-disant collusion avec le Hamas. Quelles ont été les conclusions de cette enquête, madame?
C'est qu'il n'y avait aucune collusion avec le Hamas. Donc s'il vous plaît, et c'était une enquête qui était une enquête indépendante et internationale. Mais franchement, vous vous rendez compte de la question que vous êtes en train de me poser? L'UNRWA, c'est une agence humanitaire qui ouvre des écoles pour les enfants palestiniens. Et vous êtes en train de reprocher à Zoran Mamdani de financer l'UNRWA. Vous savez que la France finance l'UNRWA. Et vous savez que heureusement que la France finance l'UNRWA et qu'aujourd'hui Donald Trump veut plus financer l'UNRWA. Mais franchement, je crois que vous êtes vraiment trompé dans votre question. Manuel Bompard. Alors ce qui est tout aussi formidable, c'est que pour une fois, alors on est sur l'échelle de Richter, hein, c'est-à-dire qu'il y a pour une fois, France Info, on peut s'en féliciter, France Info va faire un démenti, mais alors cinglant et public. Alors est-ce qu'ils vont le faire à l'antenne? Je ne sais pas, dans les mêmes conditions que l'émission. Oui. Je ne sais pas encore, hein, à l'heure à laquelle nous enregistrons. Mais n'empêche que sur son site internet, ils vont expliquer, alors je ne vais pas vous relire tout ce qu'a dit évidemment Alix Bouyaillet, mais ils disent plusieurs choses. Notamment, Mamdani n'a jamais prononcé publiquement cette expression. Jamais prononcé cette expression concernant le fait de mondialiser, de vouloir mondialiser l'intifada. Il a un temps refusé de la désavouer, expliquant qu'il n'était pas à l'aise avec l'idée d'interdire certains mots entre guillemets, et qu'il la comprenait comme l'expression, toujours entre guillemets, d'une demande de droits égaux pour les Palestiniens pendant la campagne des primaires pour la mairie de New York à l'été 2025. Il a pris ses distances avec cette expression, déclarant qu'il décourageait ses partisans de l'utiliser. Deuxième point, on ne peut pas dire qu'il botte en touche concernant le 7 octobre 2023. On ne peut pas dire qu'il n'a pas condamné. On ne peut pas dire, ouais, c'est marrant hein, comme rhétorique, on ne peut pas dire bah, il ne l'a pas dit, il suffit de le dire, c'est un mensonge. Car dès 2023, il a dénoncé des crimes de guerre. Il dénonçait encore le 7 octobre 2025 des crimes de guerre horribles. Concernant l'UNRWA, il est exact que l'UNRWA est accusé, pas coupable, hein. Les mots ont un sens. C'est très important. Le poids des mots, hein. Quand on est journaliste, on devrait le savoir. Mais absolument. Des liens avec le Hamas, mais il aurait fallu préciser que ces accusations sont portées principalement par qui ? Israël et les États-Unis. Autant dire que c'est... Et puis l'UNRWA, c'est une organisation onusienne. Hein. Bah, exactement. Un rapport de l'ONU dirigé par Catherine Colonna a conclu que l'UNRWA a des problèmes de neutralité. On est quand même assez loin de la participation à des massacres de masse. Mais qu'Israël n'a pas apporté la preuve de ces accusations. Donc c'est un mensonge factuel. Et c'est la première fois, à ma connaissance, que de manière aussi cinglante, Radio France, en l'occurrence France Info, publie un tel désaveu. Eh bien... comme nous en reparlerons peut-être tout à l'heure dans la deuxième partie, Alix Bouyaillet, la question qu'on se pose évidemment, c'est quelles sanctions va-t-il y avoir derrière ? Et ce matin, avant d'arriver et d'avoir le plaisir de te retrouver, chère Amira, je la voyais de nouveau face à un politique, en l'occurrence Richard Amos, poser des questions comme si de rien n'était. Mais c'est pareil pour Gaza Riviera. Il n'y a jamais... Pour l'instant, pas de sanctions. Non, alors que... On a vu des journalistes sanctionnés pour bien manquer ça. Le Mohamed Kassi, si tu nous regardes, notre confrère de TV5. Ce qui est... Et je le répète parce que c'est très important, on a tous le droit à l'erreur, hein, moi le premier, il n'y a aucun problème. Sauf que là, est-ce que c'est une première ? Bah non, pas du tout. Par exemple, il y a 2 précédents très fâcheux, l'un notamment avec Clémence Guettet. Je vous laisse revoir cet excellent montage. Alors c'est un montage, mais en même temps, je vous assure, pour avoir vu la séquence dans son intégralité, qu'on ne peut pas vous passer parce qu'elle est longue, c'était comme ça pendant, je crois, les 7 minutes ou 8 minutes d'interview, de réquisitoire qu'a subi Clémence Guettet, donc la députée France Insoumise. Je vous laisse réécouter ce passage. Aujourd'hui, nous avons un programme de 150 mesures pour le pouvoir d'achat, pour les services publics, pour la bifurcation écologique, parce que le changement climatique... Oui, mais on voit Jordan Bardella, on voit Gabriel Attal, chacun son Premier ministre. Chez vous, c'est qui ? Mais il est candidat, Jean-Luc Mélenchon, pourquoi pas le dire clairement ? Le programme de M. Bardella, je pense que c'est un sujet auquel... Jean-Luc Mélenchon, excusez-moi, je reviens à Jean-Luc Mélenchon. François Hollande, il dit qu'il faut qu'il se taise. François Hollande, il dit Jean-Luc Mélenchon doit se taire. Oui, mais il y en a plein qui ne sont pas d'accord. Vous voyez bien aussi les crispations au sein de la gauche, c'est un épouvantail, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui au sein de parmi vos partenaires. Et chacun des gens un paratonnerre ou un épouvantail qui veulent marcher quand on entend Fabien Roussel qui affirme qu'une éventuelle... Bouyaillet, si ma réponse ne vous intéresse pas, je ne vous la fais pas. Je termine, mais parce que vous me refaites tout le match. Vous me dites que Jean-Luc Mélenchon il est en pointe. Or, il est quand même détesté en son camp. Clémentine Autain, elle dit il ne faut pas que ce soit lui. Fabien Roussel, elle dit qu'une éventuelle entrée à Matignon n'a jamais fait l'objet d'un accord du 22% à l'élection présidentielle. Oui, mais on est 2 ans plus tard. Jean-Luc, nous avons besoin
de têtes dures. Nous avons besoin de gens qui tiennent bon et Raphaël Glucksmann. Est-ce que ça serait un bon candidat, Raphaël Glucksmann? Ça va pas être une partie de plaisir quand il y aura les marchés financiers contre nous, quand il faudra tenir bon sur la paix sur Raphaël le continent Glucksmann, européen. je vous pose une question simple. Il est le préféré des Français, 27% dans le baromètre Ipsos pour la Tribune dimanche. Il est bien devant Jean-Luc Mélenchon qui est à 20%. Est-ce que ce serait un bon Premier ministre? Est-ce que vous êtes d'accord, Madame Bouillégué, pour dire que parmi les Français, il y a donc des Français de droite? Il y a donc des Français qui ne votent pas à gauche. Je n'ai pas d'intérêt. Non, mais vous répondez pas à ma question. Mais si, au-delà de ça, est-ce que c'est un bon candidat? Pas développer mon propos. J'ai bien compris que Jean-Luc Mélenchon, c'est un bon candidat, mais est-ce que Raphaël Glucksmann, il a aussi ses chances et vous dites pourquoi pas lui? Je pense que nous aurons cette discussion collective en temps utile. Mais je veux dire aussi que le Premier ministre de la gauche ne sera pas choisi par les Français de droite. Il sera choisi pour tenir bon sur un programme de rupture que nous avons négocié pendant des semaines et des semaines. Alors, l'autre exemple, toujours avec Alex Bouillégué, je ne lui en veux pas à elle particulièrement, ni personnellement, je la connais pas. Elle n'a pas de chance, elle est toujours là-dedans. Ouais, elle n'a pas de bol, la pauvre. Le deuxième exemple, c'est avec Jacobelli, donc le député RN, où là, c'est encore pire, parce qu'elle va, en quelques secondes, nous expliquer, en fait, qu'il y a des Français de papier, puis des Français de pas papier, et puis les Français de papier... on fait avec. Faut faire avec. Je vous laisse regarder. Alors surtout, regardez évidemment Jacobelli, même lui est surpris par autant de sollicitude. Parce qu'on a de plus en plus de jeunes qui ont des papiers français mais qui n'ont pas le cœur en France, qui n'aiment pas notre République. Ils sont français, on fait mais ça avec. Ça veut dire que, oui, comme vous dites. Et alors, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'ils vont se retrouver, ils vont se faire, et je ne pensais pas au départ, mais ils vont se faire pourrir par Bololand, en fait, enfin, CNews et compagnie, ils vont se faire pourrir parce que le fait qu'ils aient fait ce démenti, ils auraient pu soutenir Bouillaguet en disant, elle a raison, les palos, c'est tous des terroristes, c'est des arabes, machin. Non, ils vont en fait reprendre le truc à partir de ce fameux communiqué, en disant que le communiqué sous-entend qu'à partir du moment où une journaliste intègre, comme Alex Bouillaguet, va dire la vérité, elle va être corrigée par France Info parce que France Info roule pour la France Insoumise. Vous voyez, enfin, c'est complètement tordu. Mais c'est la réalité, c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont fustigé France Info et France Inter en disant, vous voyez, à Radio France, on n'arrête pas de vous dire que le service public, le sévice public, roule pour la gauche et que ce sont des islamo-gauchistes. Et puis d'ailleurs, Moumou, il faut le dire, LFI a bien évidemment saisi l'ARCOM pour toute cette histoire. Alors c'est d'autant plus savoureux que le service public a déjà condamné la BBC. Oui, évidemment. Alors à juste titre, si la BBC a fait des conneries avec un discours de Trump qu'ils ont remanié, mais même si franchement, je l'ai bien écouté, dans le fond, ils n'ont pas à tort. Simplement, effectivement, on n'a pas le droit de remuer de façon quotidienne sur TMC. C'est quand tu fais un montage, avec le fameux passage sur Rima Hassan. Effectivement, mais enfin, les entendre railler la BBC comme si eux-mêmes n'avaient pas... Vous voyez, c'est pas juste l'info, c'est l'info juste. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Je vous laisse écouter. Et Donald Trump qui est décidément au cœur de nombreuses actualités. Ce lundi, l'une d'entre elles concerne la BBC. Le groupe audiovisuel public britannique est dans le viseur du président américain pour un montage qu'il juge trompeur au sujet de son discours du 6 janvier 2021. Donald Trump menace la BBC d'une plainte en diffamation assortie d'une demande de dommages et intérêts d'1 milliard de dollars. Les précisions de Mathieu Rio. Tremblement de terre à la BBC. Le directeur général Tim Davie et sa patronne de l'information, Deborah Torness, ont annoncé hier soir leur démission. En cause, le montage contesté d'un discours de Donald Trump qui n'a pas manqué de réagir. Ce sont des personnes très malhonnêtes qui ont tenté d'influencer le résultat d'une élection présidentielle. Pour corroder le tout, elles viennent d'un pays étranger considéré par beaucoup comme notre allié numéro 1. C'est terrible pour la démocratie. Alors, dans ce registre, et pour essayer de comprendre ce qui se passe sur le service public, notamment sur France Info, l'une des intervenantes régulières, alors on est toujours sur Mamdani, c'est une obsession complète. Mais les racistes se sont étouffés après son élection, complètement. Sa victoire. Là, vous avez Tristan Banon qui va faire un parallèle absolument abject. Donc Tristan Banon, on en parlait la semaine dernière, le hasard. Elle revient souvent. Il n'y a pas de hasard, oui, il n'y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous. La semaine dernière, on en parlait sur le fait qu'en termes de laïcité, elle y connaissait que dalle, mais enfin qu'elle se faisait pistonner par les copains, donc elle fait partie de Franc Sireur, le fameux journal d'Enthoven et compagnie, où on retrouve toute la bande Rachel Kahn et compagnie.
Et elle va faire donc un parallèle absolument abject entre l'élection donc de ce fameux arabe, qui n'en est pas un, je rappelle, de ce fameux arabe et des attentats du 11 septembre 2001. Je vous laisse regarder ce qu'elle a posté. C'est pas la seule. Toute la bande du printemps républicain y est allée gaiement. Et elle l'a retiré. Elle l'a retiré avec une explication encore plus tordue, encore plus foireuse, mais elle a eu honte de ce qu'elle a elle-même. Elle a fait le parallèle entre... Ah oui, elle a dit comment elle s'est justifiée de ce montage odieux. Ça a pu choquer, mais n'empêche que les frères musulmans, machin, soutiennent Mamdani, que patati, que patata, et qu'il y a un danger. Alors moi, j'ai envie de lui dire à cette pauvre Tristan Banon que, en fait, si on pousse leur logique raslarde jusqu'au bout, et complotiste, jusqu'au bout, moi j'ai envie de dire, Mamdani, il va sauver New York. Puisqu'il va d'abord grand remplacer tout le monde. Il va faire venir plein d'Arabes, des Indiens, des Congolais, tout ce que vous voulez. Et puis, du coup, peut-être que les islamistes n'auront pas envie de bombarder leurs propres frères d'armes. Et que du coup, c'est peut-être une chance pour... je dis ça en plaisantant, bien évidemment. Oui, bien sûr. Je pousse leur raisonnement stupide et raciste jusqu'au bout du bout. Finalement, c'est peut-être une chance que le 11 septembre ne se reproduise pas dans une ville archi-islamisée, puisque c'est évidemment dans leur cerveau malade ce qui va se passer. Alors, dernière chose concernant ça, c'est que je vais vous montrer cet extrait qui est absolument incroyable. Finkielkraut va se retrouver, alors vous n'avez pas forcément le CV des personnes qui sont autour de la table, Finkielkraut, dont on connaît le progressisme militant et l'amour de l'autre, il va se retrouver à développer ses théories complotistes et complètement racistes devant des anciens de la chaîne multicondamnée, à savoir CNews. Et moi, je me dis quand même qu'il ne faut pas s'étonner quand on arrive à ce résultat. Tous les journalistes qui sont en face de lui viennent de CNews. Regardez. Fermez les yeux. Demandez-vous ce que la France sera dans 50 ans ou un siècle. Il y a un nouveau peuple qui arrive. C'est une France qui délaisse sa propre culture, le soin de ses paysages, on le voit notamment avec les éoliennes, etc. Donc c'est une France qui se quitte elle-même. Mais justement, c'est qui ce nouveau peuple dont vous parlez? Comment? C'est qui ce nouveau peuple dont vous parlez? C'est quand même la mutation démographique dont d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon a tiré toutes les conclusions. C'est les quartiers populaires qui vont faire notre succès, et c'est à cause de pour ces quartiers populaires que nous allons justement pratiquer un antisémitisme obsessionnel. Donc il faut quand même pas se raconter d'histoire. Il y a quelque chose qui est en train de changer, et c'est un peuple tellement nombreux que l'assimilation devient difficile. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à mesure que l'assimilation devient difficile, on en abandonne le concept. Alors je dis journaliste, c'est une façon de parler. Oui. C'est des chroniqueurs, enfin je sais pas, ils donnent leur avis, c'est des philosophes, c'est des essayistes, enfin bref. Donc on se demande vraiment où va. Ça nécessiterait une espèce. Alors je n'aime pas cette expression, mais enfin ça nécessiterait un Grenelle de l'information. Il faut revoir de la cave au grenier le service public de l'information. Là c'est plus possible. C'est plus du hasard, si vous voulez. En plus on va y revenir tout à l'heure, mais c'est plus du hasard. Et vous voyez un truc tout simple. Je me rappelle, que c'était nos chers confrères et consoeurs d'Arrêt sur Image, je crois que c'est Loris Guémard qui avait fait un très bon papier sur les climato-sceptiques. Et je précise d'ailleurs que nos amis de CNews se sont fait épingler à hauteur de plusieurs dizaines de milliers d'euros cette semaine pour justement avoir favorisé le climato-scepticisme. C'est-à-dire d'avoir nié le fait qu'il y avait un problème climatique. Eh ben non, eux, ils en ont rien à cirer. Ils font pire que TF1. TF1 a commencé à bouger là-dessus. C'est-à-dire qu'on arrête les conneries, on arrête de montrer les terrasses avec des gens qui boivent des vodkas orange ou qui mangent des glaces en terrasse avec des lunettes de soleil en disant « Ouais, c'est génial, au mois de novembre, il fait 17 degrés, il fait 25 degrés. » Mais c'est terrible d'être encore là-dessus. Eh ben non. France Info, regardez. Alors, je suis désolé, j'ai pas l'extrait, mais je vous rappelle quand même qu'ils ont viré les gens de Météo France. On en parlait la semaine dernière. Et là, ils continuent à faire des conneries, à expliquer que c'est génial qu'au mois de novembre, pour les commerçants et ainsi de suite, il fasse super beau et que ça pose pas un problème, ça pose pas des questions sur le réchauffement climatique. Alors, j'ai pas l'extrait parce que c'est très dur à retrouver sur France Info, les extraits. Donc là, je vous ai mis une capture d'écran que j'ai vue hier en regardant la télévision alors que j'étais en train de manger une tarte on s'en fout. Voilà. Mais c'est terrible et j'espère vraiment qu'il va y avoir un électrochoc à un moment donné pour qu'on en sorte définitivement. Parce que je ne m'en félicite pas.
Je trouve ça réellement dramatique, vraiment dramatique. Et là, c'est la fin de ton préambule, Moumou, un préambule qui était long, mais c'est normal parce que là, on assiste au glissement de terrain dangereux du service public, finalement. Absolument. Et on va d'ailleurs en parler parce qu'on passe au top et au flop. Et le premier top, c'est sur le service public. Restez avec nous. Alors, Moumou, le premier top, je le disais, décerné au service public. Encore lui, il est toujours là. Et ça s'appelle le top échelle. Oui, c'est les fameuses échelles. Vous savez, il faut, quand on fait un graphique, être un peu raisonnable et puis mettre des proportions qui ressemblent à quelque chose. Et bien là, France Info, qui va encore s'excuser, qui va faire un communiqué pour présenter leurs excuses en disant que c'est une erreur humaine. Moi, j'y crois pas un quart de seconde. Je ne suis pas complotiste. Simplement, si avec ça, ce ne serait pas très grave. Je vous laisse regarder ce fameux graphique. Donc, ça, les projections à la con sur la présidentielle. On ne sait pas qui sera candidat, mais enfin, on fait des sondages. Ça coûte une blinde. À qui? À nous. Et donc, sur ce graphique, regardez bien les proportions. Elles sont complètement... c'est de la magie. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de proportion. Non, il n'y a pas de proportion. On arrive à des résultats où les gens qui font 12% sont au même stade que ceux qui font 6%, et ainsi de suite. Regardez surtout François Hollande et Mélenchon, c'est assez drôle. Et surtout, pourquoi je dis que ce n'est pas du hasard? Parce que regardez bien, on va le revoir, regardez bien à droite des photos. Vous avez quelques photos, mais il n'y a pas tous les candidats. Alors qu'à droite, vous avez une bande blanche qui montre qu'il y a largement la place de mettre d'autres photos. Pourquoi avoir fait le choix de mettre ces candidats-ci et pas l'intégralité des candidats, ou au moins une répartition gauche-droite plutôt équilibrée? Donc non, je ne vous crois pas, France Info, ça ne peut pas être le fruit. Il aurait simplement suffi de reprendre le graphique fourni par l'Institut de sondage et ça réglait largement le problème. Oui, là, ça sous-entend qu'il y a eu un peu manipulation, qu'il y a eu montage. Oui, oui, mais c'est tellement grossier que ça passe pas. On peut se poser des questions, en tout Merci cas. les réseaux sociaux. Alors, on va passer au deuxième top. C'est le top. Qu'est-ce qui lui prend à Momo? Momo, ce n'est pas Mohamed, c'est Morandini. Et c'est vrai, j'ai envie de te demander, Momo, qu'est-ce qui lui a pris? Il a changé de fusil d'épaule d'un coup. Alors j'espère qu'il ne va pas être convoqué par la direction, parce que là, Morandini, on a l'impression qu'il a ouvert les yeux sur la ligne éditoriale de sa chaîne. Et vraiment, on a l'impression d'un moment d'égarement, pour reprendre le titre du célèbre film. C'est vraiment un moment d'égarement. Et là, il va fustiger l'un des... Je vais vous laisser écouter parce que c'est extraordinaire. Il va fustiger l'un de ses chroniqueurs sur 3 thématiques, 3 thèmes qui se regroupent, évidemment, qui se recoupent. Je vous laisse écouter lesquels. L'hôpital public, vraiment, l'hôpital public, c'est l'exemple parfait des conséquences des 3 I. Immigration, insécurité, islam. Immigration. Alors, y a pas... Laissez-moi... Mais non, mais vous ramenez tout à l'islam tout le temps. Franchement, à la fin, ça devient maladif, quoi. Arrivent et expliquent que leur femme ne doit pas être auscultée. Oui, d'accord, mais c'est des cas particuliers. Oui, mais tous les médecins ne sont pas frappés à cause de ça, excusez-moi. Enfin, mais ça arrive à chaque fois. Oui, mais on fait pas d'un cas particulier, on fait pas une généralité. Excusez-moi. C'est l'immigration qui pèse lourdement sur l'hôpital parce qu'on soigne la terre entière. La terre entière, c'est une insécurité où des médecins se font agresser pour des oui ou pour des non. Et c'est un islam rigoriste qui interdit à des femmes musulmanes d'être auscultées par des médecins. D'accord, c'est un cas particulier. Je vous dis pas que ça n'existe pas. Je vous dis que c'est un cas particulier. C'est un cas particulier. En fait, c'est pas pour ça que tous les médecins se font agresser. Mais c'est pas ce que je dis. Bon, bah oui, mais vous ramenez tout à ça tout le temps. Bien sûr que ça va. Enfin, vos discours, on peut l'écrire avant même que vous ouvriez la bouche. Je peux vous dire ce que vous allez dire. Mais vous dites, il y a une tempête aujourd'hui en France. Ah bah oui, mais si l'islam n'était pas là, on serait mieux préparé. Excusez-moi, enfin, au bout d'un moment, ça devient caricatural. C'est 3 points. Islam, immigration, insécurité. Mais c'est la ligne éditoriale pure et dure de CNews qui l'emploie et je ne comprends pas. Honnêtement, alors je plaisante, mais je ne comprends pas ce qui lui a pris. Mais il vit de ça, c'est leur fonds de commerce. Il faut croire qu'il n'a pas compris pour qui il travaillait. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Ou il a une lueur, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bientôt, il va fustiger les attouchements sur mineurs. Je ne comprends pas ce qui lui arrive. Mais vraiment, j'espère qu'il va s'en remettre et qu'il ne sera pas viré de la chaîne pour ça. Sacré Morandini. Ouais. Et puis il y en a un autre, un sacré, c'est Bernard de la Villardière. Et celui-là, son top, c'est le top aveu face cam. Ouais, alors c'est très bizarre parce que... alors d'abord, il faut qu'il arrête de mettre son ordinateur trop bas, mais ça, c'est pas grave. Il se retrouve interviewé sur i24 News et il va faire un super aveu. Alors pour la petite histoire, je l'ai croisé, Bernard de la Villardière, dans la rue juste à côté du média. Je te cache pas que le jet lag est assez violent. Quand on quitte le média pour croiser de la Villardière dans la rue, ça fait tout bizarre.
bizarre. Hein. Après, je me suis un petit peu allongé. Tu lui as parlé, tu l'as dit. Ah bah oui, parce que j'étais avec mon invité en plus. Oui, on lui a parlé, mais ça m'a fait quelque chose. En plus, devant la mosquée à côté. Enfin bref. Et Bernard de la Villardière va faire donc un aveu assez formidable sur le génocide. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, même si c'est pas un sujet drôle, mais ce qui est drôle, c'est qu'il va essayer de se défendre et de trouver un truc. Alors, je crois que c'est nos confrères et consoeurs d'Al Jazeera qui va fustiger en demandant leur fermeture et compagnie. Mais écoutez bien, tendez l'oreille, comme on dit sur France Info. Il va s'inclure lui-même en disant « on » dans le génocide à Gaza. Il se reprend, comprenant qu'il a fait une bourde dans le feu de l'action. Écoutez bien et réécoutez même si vous le souhaitez. Il y a eu un contre-feu opéré par une série d'officines, je pense à Al Jazeera notamment, qui très rapidement, au bout de quelques jours, a parlé du génocide perpétré par Israël sur Gaza. Alors qu'on avait à peine commencé, que l'armée israélienne avait à peine franchi la clôture entre Gaza et Israël. Donc on a opéré un contre-feu. Et je pense que Al Jazeera est très responsable, et je pense d'ailleurs qu'on a interdit RT en France, Russia Today, on devrait interdire Al Jazeera en France et en Europe, parce que c'est vraiment une télévision de propagande. Donc je répète, avant qu'on ait, alors qu'on n'avait même pas commencé le génocide, alors qu'on avait... Waouh, quoi, c'est extraordinaire. Merci mon petit bébert, t'es un champion du monde. Et c'est la fin de tes tops, Moumou. On va passer tout de suite au flop. Et on commence avec un flop, il est mignon le nom, hein. Le flop lapin crétin. Ouais, il est décerné à Riolo. Alors Riolo, il déçoit jamais. Hein. Là-dessus, il a une espèce de constance assez remarquable. Ici, il va s'en prendre courageusement à nos enfants. Vous savez, ceux qui se battent notamment pour leur avenir, pour le climat, et puis pour Gaza, alors les plus grands évidemment. Mais là, on va voir l'intégralité de son propos. C'est haineux, c'est stupide, c'est bête, ça ne repose sur rien. Ça va même agacer Estelle Denis, la présentatrice d'Estelle Midi. Je vous laisse regarder ce moment. On se demande s'il croit lui-même à ces conneries. Mais vraiment. Hein. Donc on est allé voir les mômes, là, on leur a dit, bon alors les chouchous, on n'est pas trop fatigués. Vous avez trop de devoirs. Non, il faut des devoirs allégés. Alors, plus de temps pour l'extrascolaire, c'est ce que demandent ces gamins de 12-17 ans. Donc, c'est pour aller sur Insta et TikTok, on a compris. Donc ensuite, vous savez très bien. Vous savez très bien, puisque dans l'enquête, dans l'enquête, ils disent eux-mêmes qu'ils passent trop de temps sur les écrans. Donc, je ne sais pas qui va les contrôler, puisqu'eux-mêmes, ils veulent se fouetter en disant ça. Mais c'est pour faire du sport, pour pas aller sur Insta et TikTok. Je termine. Donc, ils disent encore que la pression est trop forte, que le stress de l'orientation est insupportable. Et qu'ils ont une expo excessive aux écrans. Vous n'avez qu'à pas y être en gros. Donc voilà. Donc les pauvres, ils terminent. Alors ça c'est la conclusion. Alors ce genre d'expression. Vas-y. Ils rêvent d'une école moins enfermante. Bah oui. Écoute. Donc ces glandus là, ils vont se préparer à l'avenir, ils vont se préparer au travail. C'est nos enfants, Daniel. Mais quelle société on prépare avec ce genre de caprice à répétition? Alors je vais recadrer un peu, Daniel. C'est chouineurs. Nous sommes une société de chouineurs. Non, mais déjà qu'est-ce qu'on va leur demander leur avis? Parce que Daniel, c'est ça que je vais expliquer, Daniel. Cette convention citoyenne, je la prends, Charles, 2 secondes. Après, je te laisse. Tu la prends, cette convention citoyenne, tu la déchires, tu la mets à la poubelle. Le Conseil économique et social, tu leur dis de continuer à glander et de pas nous emmerder. Merci Riolo, en tout cas, pour ce gentil flop. Alors, le deuxième flop, ça s'appelle le clash déplacé. C'est vrai qu'il y a eu un clash cette semaine entre Mbappé et Orelsan. Alors, tu vas peut-être nous expliquer. C'est vrai que je l'ai vu passer, mais j'ai pas tout saisi. Ouais, alors en fait, Orelsan, donc le chanteur normand, je le précise, c'est important pour la suite des événements, qui est d'Hérouville-Saint-Clair, près de Caen. Il va faire une chanson dans laquelle il va se moquer un peu d'Mbappé, enfin de la famille Mbappé, qui licencie, qui fait rétrograder le club. Enfin bon, c'est une catastrophe. Donc Mbappé qui a repris le club de Caen pour des raisons qui m'échappent complètement. J'y connais rien, ceci dit, en foot. Il faut s'y connaître un peu en foot pour comprendre moi, à part le synthé, clash. j'avoue que j'y comprends rien. Mais bref, Orelsan, qui est un artiste, va faire une chanson où il va se railler, se moquer d'Mbappé.
Mbappé. Mbappé va répondre via un tweet. Je vous laisse écouter ce que dit notre consoeur Pia Clémence, qui, je trouve, sur l'équipe du soir, donc l'émission L'équipe du soir, va, je trouve, bien corriger cette bêtise de la part de Mbappé et va expliquer les tenants et les aboutissants. Je vous laisse écouter. Le problème dans ce qui se passe entre Orelsan et Mbappé, c'est que Orelsan est un artiste et Mbappé n'est pas un artiste. Donc Mbappé répond au premier degré à un texte... Non, je suis désolée, c'est un très bon footballeur, mais c'est pas un artiste. Mais est-ce qu'un footballeur n'est pas un artiste? Laissez-la continuer. Attendez. Mais pas Mbappé, dirait Didier Rousseau. Laissez-la, excusez-moi. Dirait Didier Rousseau. Voilà. Allons-y. Donc déjà, il y a un problème de positionnement dans la façon dont Mbappé répond au premier degré à quelque chose qui est un texte artistique. Il y a en plus, moi personnellement, je trouve un truc insupportable, c'est de venir dire à la face des Français que quelqu'un comme Orelsan n'a pas un rond, alors que c'est une bagarre de millionnaires. Quelqu'un qui n'a pas un rond, moi je peux lui en présenter à Kylian, il y en a plein. Il y en a plein à Bondy, il y en a plein à Caen. Il y a un autre truc qui est insupportable, c'est qu'il attaque Orelsan sur tu veux te faire passer pour un bon petit Normand. Ouais. Kylian, Orelsan, il est normand, il est canet. C'est sa ville et c'est son club. C'est le club qu'il supporte depuis qu'il est petit. Et c'est le club que tu as coulé avec ta famille. Et c'est une réalité. Le club, il est en national aujourd'hui. Ils sont en train de virer des gens. Donc en fait, c'est même pas un clash, le truc d'Orelsan. Orelsan, il te dit une phrase que dit une voix négative dans sa tête, qui dit tout simplement une réalité de ce qui se dit à Caen en ce moment. Il y a un canet dans mon open space, je te jure que quand tu prononces le mot Mbappé en ce moment, il se crispe, le gars. D'accord, c'est pas un clash. Et en fait, Mbappé, il se situe sur le truc du clash, et pour moi, il tombe complètement à côté. Ouais, je trouve que voilà, on pense ce qu'on veut de Mbappé. Là, je trouve qu'il l'a vraiment, il a tapé sous la ceinture, quoi. C'est pas bien. Effectivement, il n'est pas à la rue, il n'est pas sans le sou, Orelsan, à ma connaissance. Et puis, oui, effectivement, depuis le début, il soutient, depuis son plus jeune âge, il soutient l'équipe. Je vois pas pourquoi essayer de le faire passer pour un imposteur, c'est pas très cool, c'est pas très sympa. Et puis j'ai trouvé assez sympa, assez courageux cette fameuse intervention de Pia Clémence, que je salue. Et je pense que ce clash n'est pas terminé. On va certainement parler la semaine prochaine. Oui, voilà, c'est ça. C'est des trucs qui durent dans le temps. Il y a des chances. Alors, le prochain flop, il est double cette fois-ci, Moumou. Il est Raslar, sans oser l'avouer. Il est double Raslar parce qu'il y a un Raslar toutes les semaines. Mais là, j'aime bien quand on dit les choses très franchement, quoi. Dites-le que vous êtes des racistes. Tous les défenseurs du génocide à Gaza se sont unis pour saluer l'interdiction d'un colloque. Alors, c'était au Collège de France, un colloque sur l'Europe et la Palestine. Un truc historique, un truc de sachants, de savants. Le 13 novembre, on ne peut pas parler de Palestine. Non, alors ça se passe le 13 novembre, donc ils sont appuyés là-dessus. Regardez, par exemple, Philippe Meyer, du Bnei Brit, j'espère que je prononce bien, qui est une espèce de truc... Britney Spears. Qui est un espèce de truc d'influence pro-sioniste et pro-Israël, évidemment. Et donc Philippe Meyer va faire ce rapport absolument foireux entre, effectivement, comme tu l'as dit, le 13 novembre et ce colloque. C'est quoi le rapport entre le 13 novembre, donc je rappelle évidemment les 10 ans des attentats du Bataclan, et le fait de parler des rapports entre la Palestine et l'Europe? Je ne vois pas, à part, si, c'est des Arabes, encore une fois, donc c'est du racisme, mais qui ne dit pas son nom. Alors une autre, puisque c'est un double, c'est Catherine Ney. Alors, Catherine c'est peut-être mon préféré, celui-là. Il est génial. Elle est au journalisme, parce que moi, je suis aux claquettes. Alors, pour elle, il existe potentiellement des musulmans qui ne sont pas des... Je vous laisse écouter. Vous voyez, c'est quand même une défiance envers tout un monde qui d'ailleurs qui porte le préjudice, parce que peut-être y a-t-il des musulmans tout à fait, il y en a qui ne tuent pas et qui sont l'immense majorité qui sont les victimes de cette 99%. Oui, 90% des victimes du terrorisme djihadiste sont des musulmans. Voilà, sont des musulmans et on ne les entend pas assez pour dénoncer des faits divers qui on ne les entend jamais dire au nom d'Allah, c'est pas bien de faire ça. Donc et c'est ça qui fait que la suspicion et même la méfiance à l'égard c'est une pénalisation des musulmans de France et d'ailleurs. Elle se pose la question, elle se demande sérieusement s'il existe des musulmans qui ne sont pas terroristes. Ouais, elle le fait tranquillou bilou, et comme on le disait tout à l'heure dans le préambule, on verra si... Vous voyez, en Belgique, elle dégagerait littéralement des plateaux, on la verrait plus jamais. Et en plus, son expertise, on n'en a strictement rien à cirer, soit dit en passant. C'est l'équivalent de Franz-Olivier Gisbert ou de personnes comme ça, ou de Christophe Barbier. On n'en a rien à foutre de leur théorie fumeuse. Là, elle fait quelque chose. J'espère qu'il y aura des suites. Évidemment, on vous tiendra informé par rapport à ça. Alors, le flop racisme de classe, cette fois-ci, il est décerné à
Charles Consigny, qui n'aime pas les travailleurs qui prennent des congés. Il faut travailler tous les jours, selon lui. Ouais, jusqu'à la mort. Alors, je me rappelle qu'il y avait un humoriste, alors j'oublie son nom, je corrigerai ça la semaine prochaine, qui disait il va nous faire travailler jusqu'à 67 ans, alors que moi, j'arrive pas à bosser jusqu'à 18 heures. Bon, j'avais trouvé ça drôle. Là, c'est beaucoup moins drôle. Alors, Charles Consigny, je le redis, parfois, il a des petites fulgurances, il en a de moins en moins quand même. Hein. Et parfois, il fait des plongeons complètement c'est vrai qu'il y a du bon et du mauvais chez lui. Ouais, c'est très étonnant, il fait partie de ces gens-là. Voilà. Mais là, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu quelque chose d'un peu pertinent. Et là, il va s'en prendre donc effectivement, comme tu le dis, à ces salauds de travailleurs qui veulent profiter de leur famille, de leur loisir, comme si en 2025, franchement, on pouvait encore aspirer à vivre sainement et à vivre pleinement. Je vous laisse subir son analyse de la situation professionnelle en France. Il y a ceux qui travaillent et qui portent le fardeau de ce pays sur leurs épaules et qui, eux, effectivement, ne prennent pas tous les ponts systématiquement, ne prennent pas toutes les vacances scolaires, travaillent même parfois les jours fériés, laissent le travail parfois déborder un peu sur leur week-end, évidemment sur leur soirée, commencent tôt le matin, etc. Ceux-là, ils portent sur leurs épaules l'État-providence d'une France qui a cessé de travailler par ailleurs. Et ça, je suis très frappé, de plus en plus frappé de le constater. Il y a toute une part du pays qui, elle, joyeusement, s'envoie toutes les vacances scolaires, prend des week-ends qui durent 4 jours, termine sa journée à 16 heures, mais qui, attention, ne veut surtout pas payer une franchise médicale un peu plus importante, hurle quand on lui fait payer 3 € de parking à l'hôpital, demande la retraite à 59 ans, etc., etc. Et donc oui, c'est un flop racisme de classe parce qu'il n'y a pas qu'une forme de racisme. Hein. Je tiens à être équitable dans cette chronique. Et d'ailleurs, on va parler de la grossophobie. C'est un de tes derniers flops et il est vraiment assez choquant celui-là. Ouais, je crois que tu allais dire énorme. Oui, c'est Juliette Briance, on en a déjà parlé de cette personne, parce que je ne peux pas la qualifier de journaliste en fait. Elle vient vomir sa haine d'à peu près tout, de l'État-providence, de la répartition, enfin de tout ce qui en gros lui rappelle les gauchias. Et là, elle va s'en prendre aux enfants qui sont atteints d'obésité, en expliquant qu'il faudrait taxer les parents. C'est-à-dire qu'elle ne comprend pas. Rebelote, Estelle Denis elle-même va intervenir parce que c'est pas normal de dire ça. Alors il y a eu plusieurs commentaires que j'ai pu lire suite à cette émission, où en gros les gens parlaient de charité bien ordonnée et ainsi de suite. Moi j'ai juste envie de lui dire que c'est absolument abject, c'est absolument dégueulasse, parce que je suis certain qu'elle sait très bien que quand on est obèse, quand on est gros tout simplement, puisque c'est le terme qui est employé, il y a des multiples facteurs et qu'on ne peut pas incriminer les parents, que c'est pas uniquement à cause des bonbons. Ce serait trop simple, on arrête les bonbons et puis ça y est. Évidemment, et puis voilà quoi. Et puis il y a plein de gens qui lui proposent d'arrêter, elle aussi, les bons becs. Moi, je peux plus supporter ces mensonges. Mais comment les Français sont des veaux? Comment on ne peut pas continuer à hurler pour ce genre de choses? Ça me rend folle. Et en plus, qu'est-ce qu'on a fait avec les taxes sur la cigarette? On a fait exploser le trafic de cigarettes au détriment des bureaux de tabac français. Mais l'industrie du bonbon, ils n'ont pas le droit de gagner leur vie. Ils ont pourquoi eux? Si, mais pourquoi si tu fabriques une génération d'obèses, c'est un problème. Mais pourquoi pas les producteurs de beurre, les producteurs d'huile, les producteurs de tout ce qui fait grossir, de tout ce qui est mauvais pour la santé en France? Les producteurs de bonbons et de gâteaux, ils n'ont pas le droit de gagner leur vie. Si. Mais c'est quoi cet État obèse qui se prend pour notre mère et en plus qui nous ment? Au moins les parents, ça ment pas, vous voyez. Ça ment pas à son enfant. C'est horrible. Ce pays me dégoûte, oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Me débecte. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'on fait pour toute cette génération? Il n'y a jamais eu autant de petits obèses en France. Prévention. Je m'en fiche de ce qu'on fait. Déjà, moi, je m'en fiche pas. Mais éduquez vos gosses. C'est pas mon problème si votre enfant il est gros. Mais ça marche pas. Il est gros. Et ben on a qu'à mettre des amendes aux parents de gros. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Mais ça de vous substituer, que l'État arrête de se substituer au rôle des parents. C'est insupportable. C'est vraiment... Comment vous acceptez de vivre dans ce monde? Et on va terminer sur ça, tes flops, Moumou. Sur ce malheureux flop, on va passer tout de suite au microscope avec notre invité de cette deuxième partie, c'est Thomas Guénolé.
Je le disais en introduction de cette émission, Moumou, on a un invité aujourd'hui, pas n'importe lequel, Thomas Guénolé. Thomas, bonjour. Bonjour. Alors la Global Souhoun Fotia, c'est une des flottilles de la liberté. L'objectif était clair, briser le blocus humanitaire illégal, meurtrier d'Israël imposé aux civils gazaouis. Vous avez été à bord de ce bateau. Vous avez été intercepté, malheureusement. Kidnappé, oui. Oui, kidnappé, détenu pendant plusieurs jours. La traversée en mer, c'était au mois de septembre. Dès le mois d'octobre, vous approchez de Gaza. Vous avez été intercepté. Vous êtes avec nous aujourd'hui. Vous allez nous raconter comment tout ça s'est passé, parce que justement, les médias français n'en ont pas parlé, ou presque peu, ou alors quand ils l'ont fait, c'était un véritable désastre. Vous avez donc décidé de monter un spectacle. Ce sera le 18 novembre, donc dans quelques jours, au République, de 19h30 à 20h30. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, c'est quand j'étais à bord du bateau. Le bateau à bord duquel j'étais s'appelle l'Aurora. Alors, c'est amusant, quand on m'a dit ça, j'ai trouvé que c'était une coïncidence extraordinaire, parce que moi, l'Aurora, en fait, c'était un bateau des marins de Kronstadt, et c'est le bateau dont le coup de canon marque le déclenchement de la Révolution d'octobre. Et le drapeau des marins de Kronstadt, moi, je l'ai tatoué là depuis plusieurs années. Donc, quand on m'a dit « tu vas être à bord de l'Aurora », je me suis dit, moi qui ne crois pas à ça d'habitude, bon là, c'est quand même un signe que c'est bon, je vais m'en sortir dans tout ça. Et à bord du bateau, je me suis dit, c'est une aventure humaine tellement belle moralement, belle politiquement, belle dans ce qui se passe entre les gens en termes de fraternité, de sororité, que je me suis dit, je tiens absolument à raconter notre histoire en rentrant. D'où le seul en scène, qui est l'équivalent d'un docu-fiction, mais pour le théâtre. Donc ça s'appelle du théâtre documentaire. Je suis seul en scène pendant 1 heure, et je raconte la traversée en mer, et ensuite le kidnapping dans les eaux internationales, puisque nous avons été kidnappés par Tsahal dans les eaux internationales, et ensuite l'emprisonnement, sachant que l'emprisonnement inclut des aspects qui sont bouleversants de manière positive, puisqu'il y a eu par exemple, à un moment, on a tous fait une émeute pour que 2 diabétiques aient enfin leur insuline. Et ça, c'était bouleversant à vivre. Mais il y a d'autres moments où ce qui se passait plus sombre, puisque nous avons subi des actes de torture. Alors, c'est puisqu'on est dans des émissions de critique média, et que, comme disait justement Amira, vous faites ça pour pallier notamment l'absence de couverture médiatique, ou alors d'une couverture parfois dont on espère, puisqu'on a vu ici plusieurs extraits où on parlait de la croisière s'amuse et ainsi de suite, avec un mépris et un dédain tout à fait magnifique sur toutes les antennes, sur toutes les ondes. Est-ce que vous aviez préparé collectivement un plan média? C'est-à-dire, est-ce que vous aviez des rendez-vous avec des médias? Est-ce que vous aviez prévu de contacter, de tenir informés en temps réel les médias pendant la traversée? Alors, nous, collectivement, non. Parce que un collectif humanitaire comme celui-là, c'est très décousu, pour ne pas dire bordélique, et donc il n'y avait pas véritablement de plan média structuré. En revanche, moi, à bord, j'avais pris l'initiative d'avoir mon propre plan média à bord du bateau, c'est-à-dire que j'ai déroulé de manière méthodique sur les réseaux sociaux un plan de communication dont on pensera ce qu'il voudra, un journal de bord, mais qui, me semble-t-il, a eu une certaine efficacité, puisque je suis même stupéfait et très reconnaissant et très ému du nombre de gens qui ont lu mon journal de bord sur les réseaux sociaux, qui commençaient par des simples portraits de 3-4 phrases des gens qui étaient là, parce que je tenais à montrer comment ils sont en vrai, et c'est une diversité extraordinaire. Vous avez sur le même bateau Joe, un Malaisien musulman pratiquant, organisateur de pèlerinage à la Mecque, et sur l'Aurora, qui était mon copain de chambrée, on dormait dans le même lit, littéralement, et vous aviez Sharka, une chorégraphe tchèque, qui, elle, est une artiste queer. Et ils étaient sur le même bateau, ils se sont jamais ne serait-ce que posé la question de leur compatibilité, parce que c'était pas le sujet. Vous voyez ? Et donc, je tenais à raconter ça en quelques phrases, et puis, au fur et à mesure, les quelques phrases se sont étoffées, au fur et à mesure que la gravité de la situation, quand on a été... En fait, pour moi, si vous voulez, le déclencheur, ça a été l'attaque des drones. Quand on a été bombardé par les drones, là, mes récits deviennent plus longs, et plus littéraire et plus solennel. C'est-à-dire que là, on prend conscience qu'on va peut-être mourir en cours de route. Et donc, forcément, le ton change. Et la réception par le public n'est pas la même non plus. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu énormément de gens qui ont lu ça. Et là, je me suis dit, oui, clairement, le seul en scène s'impose comme une nécessité de rendre justice au courage des gens qui sont partis, et que j'ai vu, moi, en tant qu'observateur participant, si vous voulez.
et de porter témoignage de quelque chose qui est que dans cette époque de cynisme dégueulasse, ambiant et très facile, en fait, il s'est passé là quelque chose de très beau. Et c'est de l'idéalisme assumé. Et moi, je trouve que par les temps qui courent, ça fait beaucoup de bien. Oui. Alors, je voulais savoir, c'est une question que je me pose. J'imagine que quand vous étiez à bord du bateau, vous n'aviez pas forcément accès aux réseaux sociaux, aux médias. Ah, d'accord. Donc vous saviez déjà, quand vous êtes revenu en France, vous saviez déjà le traitement médiatique de la flottille. Oui. Vous le connaissiez. Oui, d'accord. Donc ça n'a pas été un choc. Alors non, ça n'a pas été un choc. Alors il y a quelques médias dont je trouve qu'ils ont fait un boulot tout à fait correct, mais je peux les énumérer avec les doigts de mes mains. Lesquels ? Il y en a très peu. Il y a les habituels. À part nous. Voilà, le Média, Blast, Mediapart, Politis, là ça va. Le Monde a bien couvert ce qui s'est passé, en particulier notre kidnapping. Ils sont carrément passés en direct Le Monde pendant le kidnapping. Je le sais parce que je les avais au téléphone pendant l'interception. Okay. J'avais un journaliste du Monde qui me disait alors qu'est-ce qui se passe, et il prenait note et c'était répercuté sur leur site. Donc eux, nickel. RFI nous a très bien couvert, France 24 aussi. Par contre, vous avez plusieurs médias français qui, ne nous ont jamais donné la parole. À la rigueur, pourquoi pas ? Mais qui, en même temps, ont répété tel quel les éléments de langage du gouvernement Netanyahou. La propagande du gouvernement Netanyahou. Les pires, à mon avis, c'est LCI, Caroline Fourest et compagnie. Mais on pourrait aussi citer RTL, qui s'est déchaîné avec les mêmes éléments de langage. C'est ça qui est frappant, en fait. Quand les uns et les autres répètent tout son cœur « la croisière s'amuse alors qu'on est bombardé par des drones et qu'il aurait pu y avoir des morts. Là, vous vous dites, il y a quelque chose qui déconne sérieusement. Vous avez aussi du négationnisme pur et dur, pendant qu'on y était, sur le fait pourquoi on y va. C'est-à-dire que vous avez des gens, alors Caroline Fourest encore elle, mais pas seulement, c'est juste le cas le plus flagrant, si vous voulez, de négationnisme sur le fait qu'il y a une famine à Gaza. Et donc vous avez donc des éditorialistes sur des chaînes de télévision dites d'information qui vont vous dire il n'y a pas de famine à Gaza. Alors que l'ONU vous dit, bah oui, il y a une famine à Gaza. Donc l'information est publique, ça prend 3 clics à vérifier, et là ils vont sur un plateau et ils vous disent il n'y a pas de famine à Gaza. C'est quand même, je sais qu'on est ici sur ce plateau, on est sans illusion sur ces trucs-là, je comprends bien, mais je dis juste pour les gens qui nous regardent, en fait on s'est habitué, mais ça reste quand même absolument scandaleux. C'est complètement dingue. Non, je suis pas d'accord. On s'est pas habitué. C'est-à-dire que non, pardon, quand je vois, on avait ici diffusé avec Amiral l'édito d'Elisabeth Martichoux, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, Martichoux, oui, négationnisme, qui était complètement fou parce qu'elle prenait une espèce de plaisir, de jouissance quasiment à ridiculiser votre opération, et ça, c'était pas. On s'habitue jamais à ça. Hein. Heureusement d'ailleurs. Ah bah nous, alors nous, Martichoux, j'avoue, Elisabeth Martichoux a été... je ne sais pas comment elle fait pour se regarder dans une glace après avoir dit de telles horreurs sur des gens qui sont des citoyens lambda, 400 Pékins lambda, de 40 nationalités différentes, qui ont embarqué à leurs frais pour traverser la Méditerranée et risquer la tôle en Israël au service des Palestiniens. Et elle s'est dit, tiens, si j'allais sur un plateau pour leur chier dessus, si j'allais nier qu'il y a une famine, et pourquoi pas, comme clou du spectacle, je pourrais aussi dire que c'est une croisière et que c'est un selfie yacht, etc. Et là, j'ai envie de lui dire, ah, Martichoux, mais si tu réfléchis 2 secondes, si la flotte ne servait absolument à rien comme tu le prétends, Martichoux, mais dans ce cas-là, pourquoi Israël s'est emmerdé à nous bombarder en pleine Méditerranée ? Juste, j'invite à se poser la question. Parce que c'est quand même toute une logistique d'envoyer des drones militaires israéliens pour nous bombarder dans les eaux internationales en pleine Méditerranée, à 2 pas de la crête. Si la flotte ne sert à rien, c'est leur argument central. Pourquoi Israël nous a bombardés ? Mais alors, la question... Et la réponse à ça, juste une remarque, c'est que s'ils n'arrivent pas à nous faire peur, s'ils n'arrivent pas à nous arrêter, la conséquence, c'est qu'on va briser pacifiquement le blocus. Alors nous, on ne transporte pas grand-chose, c'est vrai. Mais si nous, on arrive à passer, qu'est-ce qui se passe le lendemain, à votre avis ? Vous avez des bateaux humanitaires de toutes les ONG que vous pouvez imaginer qui prennent immédiatement la mer.
Je peux vous dire, parce que je le sais, parce que j'ai eu des contacts avec eux, qu'un certain nombre de grandes ONG, en fait, étaient prêtes à partir derrière nous si nous, on passait. Alors, il y a aussi eu cet épisode absolument extraordinaire qu'on avait vu ici aussi, où Bruno Jeudi, par exemple, va expliquer et va se faire recadrer, alors je crois que c'était par Manuel Bompard, va se faire recadrer sur les eaux internationales, en expliquant, enfin, sur les eaux internationales pour le coup, en expliquant, Bruno Jeudi avait dit que vous aviez violé les eaux israéliennes. Alors, et il a été recadré par Bompard, qui lui explique, attendez, qu'est-ce que vous racontez? Et donc, il y avait ce narratif que vous faisiez de la provocation et que c'était un coup de communication, ce qui a été développé notamment par Sofia Boko Haram et compagnie. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là? D'abord, ce que je disais tout à l'heure, si c'était un simple coup de com' qui ne servait à rien, pourquoi Israël nous a bombardés en plein milieu de la Méditerranée? Parce que c'est de la provocation, c'était leur discours à ce moment-là. Ah d'accord, donc en fait, on s'est fait violer en pleine rue à 11h du soir, c'est parce que notre jupe était trop courte. C'est ça. C'est le même argument. Et donc ma réponse, c'est que c'est de ce niveau-là et qu'il devrait y réfléchir 2 secondes. C'est-à-dire qu'il y a une inversion de la charge de culpabilité, c'est fascinant. C'est-à-dire que nous avons parfaitement le droit, d'après le droit international, en tant que convoi humanitaire, ce que nous sommes, nous avons parfaitement le droit d'aller dans une zone de guerre pour distribuer de la bouffe et des médicaments aux civils d'une zone de guerre. C'est un fait, c'est du droit international. Bon. Et à l'inverse, bombarder, ça c'est évident, un convoi humanitaire, et simplement l'empêcher d'arriver, c'est un crime de guerre en droit international. C'est pas moi qui le dis, c'est la 4e Convention de Genève. Et on peut encore rajouter un élément qui est que la Cour internationale de justice des Nations Unies a ordonné à Israël de laisser passer les convois humanitaires en général, et nous donc en particulier, et donc par définition, le blocus, en ne laissant pas passer des convois humanitaires, le blocus, ipso facto, est illégal. Donc quand on met tout ça bout à bout, et que derrière, vous avez Bruno Jeudi ou je ne sais qui en train de dire « du coup, quand vous essayez de passer, c'est quand même une provocation », non. En fait, on exerce un droit qui conforme au droit humanitaire international, et en face, vous avez un État voyou qui se torche comme d'habitude avec le droit international et qui est en train de bombarder des volontaires humanitaires sans armes. Et derrière, ouais, mais vous l'avez bien cherché. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors Thomas, je vais rebondir justement là-dessus. C'est pas la seule. C'est-à-dire qu'on marche sur la tête quand même. Oui, d'ailleurs, c'est pas la seule erreur des médias français pendant toutes les flottilles successives malheureusement qui sont fait intercepter. Il y a eu également des fautes professionnelles, fautes déontologiques. Tu en parlais justement tout à l'heure en off. Les journalistes n'ont pas voulu dire que les bombardements étaient avérés, ils ont employé le conditionnel seulement. Oui, alors ça m'a stupéfait. Et il y a un camarade, je dis camarade parce qu'on a fait de la tôle ensemble, tout simplement. Emilia Urbach, qui est journaliste de l'Humanité. L'Humanité a été exemplaire dans sa couverture de la flotte, puisqu'ils ont mis un journaliste dedans. Et que ce journaliste a fait de la tôle avec nous. Bon. Et donc, lui, et je reprends ses mots parce que je suis totalement d'accord avec lui, ce qu'il a observé, c'est que, effectivement, la quasi-totalité des médias français, quand ils ont bien dû parler du fait qu'on avait été bombardé par des drones militaires israéliens en plein milieu de la Méditerranée, ils ont tous employé le conditionnel en disant aurait été selon la flotte elle-même. Genre, ils le disent, on ne sait pas si c'est vrai. Mais ils ne le vérifient pas. Ils ne peuvent pas le vérifier. Mais si, ils peuvent, justement. Comment? On a des preuves, on a des vidéos. On a des vidéos à plus savoir quoi en foutre. On a des vidéos, on a des photos, et on a même une bombe qui n'a pas pété, qui a été conservée par la flotte, pour info. Ah oui, donc des preuves, il y en a. Donc des preuves, si tu veux, il manque quoi là? Il manque, à la rigueur, il manque juste un post-it avec marqué Israël, la signature de Netanyahou en train de dire oui, c'est nous. Mais à part ça, on a tout. Et donc derrière, ça donne aurait été. Ça veut dire qu'ils ont traité comme un communiqué de presse une information qui est un fait documenté. Et ça, quand vous avez cette situation-là qui se produit, on n'est même pas dans une faute déontologique, on est au-delà, on est dans une faute professionnelle. C'est-à-dire qu'en école de journalisme, on apprend, à ma connaissance, je ne suis pas journaliste moi-même, mais il me semble, vous confirmerez, qu'on apprend à ne pas faire ça. C'est-à-dire qu'on vérifie si le fait est avéré, prouvé, c'est le cas, là, les preuves sont facilement disponibles, et derrière, alors qu'elles sont disponibles, tu dis « aurait été ». C'est une faute professionnelle, il me semble. Je ne sais pas si vous confirmez. Oui, la base du métier, c'est de recouper l'information, bien sûr. Et là, comme elle est recoupable... Et puis de prendre le temps, surtout de prendre le temps et de ne pas annoncer au conditionnel quelque chose qu'on peut vérifier et annoncer le lendemain à l'affirmative. Et donc, ça déconne. Est-ce que vous vous êtes revu après cette aventure? Est-ce que vous avez parlé de cette question de la couverture médiatique française? Avec qui? Avec d'autres Français qui étaient sur le bateau. Oui, on en a beaucoup parlé, oui, on était vénères. Qu'est-ce qui en ressort, une révolte, et un mélange de révolte et d'écœurement.
Parce que derrière ça, c'est très dur à vivre quand on se... Déjà, nous, les bombes, on se les est prises. Des bombes incendiaires, des bombes aveuglantes, des bombes assourdissantes. Ils ont visé délibérément les voiles et les mâts. Ce qui veut dire qu'Israël a pris le risque, en connaissance de cause, de briser des mâts qui, en tombant, pourraient tuer les gens qui se trouvaient dans le cockpit. Le cockpit, la partie où se trouve la barre. Et donc, nous, on a vécu ça. C'est traumatisant, je ne vous le cache pas. Et on a à peu près un quart des gens qui étaient là à ce moment-là, sur les 400, qui se sont partis en disant « moi, je ne peux pas continuer ». Et derrière, vous avez des gens qui sont dans le fait de nier soit la gravité de ce qui s'est passé, soit de nier que ça ait même pu exister. Et en fait, c'est blessant. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas... Ce sont des médias qui ne reconnaissent pas qu'on a failli se faire tuer. Et oui, alors c'est rien, je m'empresse de le préciser, par rapport à ce que vit n'importe quel Palestinien à Gaza, ou même n'importe quel Palestinien dans la prison où nous avons été détenus, y compris l'un d'entre eux qui est mort dans la même prison que nous, pendant qu'on était détenus dans cette prison. Il avait 22 ans, il s'appelait Ahmed, il est mort de ses conditions de détention. Donc, bien sûr. Simplement, c'est quand même un truc, oui, c'est... Je ne sais pas comment ils font pour se regarder dans une glace. Alors justement, c'est la question sous-jacente, c'est comment vous l'expliquez collectivement, à moins de tomber dans le complot ourdi par je ne sais quelle secte pro-sioniste, mais comment vous expliquez rationnellement que les médias français soient à ce point en pleine... alors d'abord, pas tous. Oui, enfin, je parle les mainstream majoritairement. Oui, alors... Je laisse de côté d'ailleurs France Info parce qu'on en a parlé beaucoup tout à l'heure, dans la première partie de l'émission, mais la dérive de France Info est peut-être une explication. Juste une remarque concernant France Info. Alix Bouillaguet, donc... dont on parlait tout à l'heure. Oui. Donc vous l'avez très bien exposé. C'est factuel, quoi. En 3 phrases, 3 fake news extrêmement graves. Bon. Moi, j'ai une question. Pourquoi elle n'a toujours pas été licenciée par France Info? Parce que là, on est tellement dans une faute grave que ça ne vaut même pas mise à pied, ça ne vaut même pas avertissement, c'est un motif nécessaire, même pas légitime, nécessaire de licenciement. Quelqu'un qui est éditorialiste politique et qui fait ça, doit être viré. Et France Info ne la vire pas. Pourquoi ? Alors peut-être la recaser sur une autre spécialité où le mensonge serait moins prégnant, mais effectivement, nous enregistrons ce mercredi et ce matin, je l'ai vu interviewer le député Richard Ramos. Alors c'est peut-être sa punition, mais non, je plaisante. Mais c'est effectivement, ça pose une question d'impunité totale. C'est ça. Qu'on reproche à d'autres personnes dans d'autres cercles, effectivement, c'est un peu problématique. Et donc, si vous voulez, moi, l'hypothèse du grand complot n'est jamais celle que je retiens en premier. Pour une raison très simple, c'est que, en règle générale, c'est déjà difficile de garder un plan secret quand on est 2 ou 3. Alors vous imaginez, si on est une cinquantaine dans une cinquantaine de rédactions, j'y crois pas de 2 secondes. Non, moi non plus. En revanche, ce à quoi je crois, c'est l'effet de socialisation. Moi, j'ai une formation en sociologie. Et donc, l'effet de socialisation, c'est-à-dire que les éditorialistes politiques, les chroniqueurs, etc., sont généralement des gens qui fréquentent les mêmes milieux, les mêmes cercles sociaux, etc. Émeric Caron, que vous receviez récemment, l'a évoqué à l'Assemblée nationale il n'y a pas longtemps en disant, bon, bah voilà, une telle est très copine avec machin, etc. Fameuse vidéo. Voilà. Et donc, il y a ça qui joue, à mon avis, de manière très forte, c'est qu'en fait, ça va de soi d'avoir ce parti pris dans les milieux socio-professionnels dans lesquels vous évoluez. Et pour moi, c'est ça l'explication la plus simple et la plus solide, c'est que quelque part, même en termes d'appartenance à vos cercles socio-professionnels, si demain, il vous prend l'envie d'être plutôt pro-palestinien, ou juste, soyons fous, juste objectif, vous allez vous fâcher avec des potes, vous allez vous fâcher avec des collègues de bureau, vous allez vous fâcher avec des gens qui peuvent représenter des opportunités professionnelles, etc., etc. Voilà, je crois que c'est ça. Je te laisserai le mot de la fin, mais j'avais une dernière question pour notre invité. Quelque chose me dit que potentiellement vous y retourneriez en cas de nouvel affrètement d'une flottille. Pour être tout à fait sincère avec vous, il y a une partie de moi qui n'est jamais revenue.
Merci, on va traduire ça comme on le souhaite. Ouais, c'était un très joli mot de la fin, mais je vais quand même vous reprendre, Thomas Guénolé. En tout cas, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous en prie. Je rappelle que cet épisode que vous avez vécu, vous le racontez au cours d'un spectacle. Ce sera le 18 novembre, dans quelques jours, au République. Rendez-vous de 19h30 à 20h30 et vous serez seul en scène. Absolument. Merci beaucoup. Avec Moumou dans la salle. Bien évidemment. Et Moumou, c'est l'heure de tes coups de cœur. Alors, tes coups de cœur cette semaine, Moumou, ce sont 3 livres. On va parler du premier, tout d'abord, de nos chroniqueurs, nos collègues sur le média, l'historien Julien Terry, qui a décidé de débunker les fausses informations sur l'histoire de la France. En fait, il fait notre boulot. Alors, en finir avec les idées fausses sur l'histoire de France. Effectivement, c'est super intéressant. C'est aux éditions de l'Atelier. C'est intéressant parce que moi-même, je m'y retrouve, notamment sur des croyances concernant le Moyen-Âge. À savoir que le Moyen-Âge était erratique, que c'était la jungle et compagnie. En fait, c'est pas vrai du tout. Bon, je le sais, mais c'est vrai qu'on se laisse aller parfois à dire, notamment, valeurs médiévales ou des choses comme ça, et alors qu'en fait, non, ça n'est pas le cas. Et donc, il prend des exemples. Alors, il a pris l'exemple de Charlemagne, qui aurait inventé l'école, la Révolution française, qui se serait rendu coupable du génocide vendéen, tous collabos pendant la guerre, et la guerre d'Algérie a été peu meurtrière. Il y a évidemment beaucoup d'autres exemples, c'est par chapitre, et ça vient remettre en place, mais on va en reparler de ça, parce que c'est extrêmement important et extrêmement intéressant de replacer les choses dans un contexte médiatique où on raconte à peu près tout et n'importe quoi. Je ne veux pas parler de Zemmour en particulier, mais enfin, il n'y a pas que lui. Il y a une espèce comme ça de roman français qui traverse à peu près tous les médias aujourd'hui, où on vient raconter, refaire le match, comme dirait l'autre. On vient refaire l'histoire, et je trouve ça grave, d'une part, et puis d'autre part, important de le resituer historiquement. Donc c'est notre cher confrère Julien Terry, En finir avec les idées fausses sur l'histoire de France, et c'est aux éditions de l'Atelier. Alors, on est un peu dans la même thématique, avec Sophie Bessis, que j'apprécie énormément, et qui va nous parler d'un autre mythe, qui est celui de la civilisation judéo-chrétienne, anatomie d'une imposture. Donc, on est rigoureusement dans la même thématique. Donc, judéo-chrétienne, quand on réfléchit à ça, et qu'on écoute notamment des discours sur le fait que la France aurait des racines judéo-chrétiennes, et qu'on justifie l'attachement de la France à un État colonial, en l'occurrence Israël, on se rend compte, en lisant son essai à Sophie Bessis, qu'il n'en est rien, et que ça a été inventé pour justifier justement la colonisation, avec une espèce de retour aux racines complètement fantasmé. Donc c'est Sophie Bessis, La civilisation judéo-chrétienne, anatomie d'une imposture, nouvelle édition en plus augmentée, et c'est Les liens qui libèrent, une superbe maison d'édition. Et ton dernier bouquin alors? Oui, alors là, on change complètement de registre, on est dans quelque chose qui va se passer. Alors c'est pas vraiment un roman, c'est un écrit, un essai d'une personne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Martine Plocher, et qui va s'essayer à partir d'un concours où il a fallu en très peu de jours écrire quelque chose qu'elle a fait d'une traite, un roman de son choix qui s'appelle l'Odyssée bleue, des mots infinis, et on va se projeter en 3030 au moment où on va être obligé d'aller vers d'autres planètes. Et puis, une journaliste, une pigiste, qui écrit d'ailleurs également des romans, va se trouver prise dans une aventure. Alors, je vous laisse évidemment la découvrir. Je vais juste vous lire un extrait. C'est à cet instant que tous deux s'aperçurent que Syrianita ne se trouvait plus dans le salon ni dans une autre pièce de l'appartement. Ils ne l'avaient pas entendue sortir. Elle semblait s'être volatilisée, rapidement arrivée sur place après l'appel paniqué de Zach. L'agent de police conclut à un cas de téléportation instantanée. Voilà. Alors, si vous aimez la fiction, je vous conseille évidemment l'Odyssée bleue des mots infinis de Martine Plocher. Et on retrouve également aux éditions Titanic Tourski Latinoir, on retrouve le reste de ses œuvres. Et je lui souhaite, alors c'est également une comédienne, et donc je lui souhaite plein succès. Donc 3 bons bouquins à lire. Oui, j'essaie de rattraper mon retard. J'en ai pas mal.
Merci Moumou, et en disant merci d'ailleurs, on ne va pas oublier tes remerciements cette semaine. Oui, absolument, parce qu'il n'y en avait pas eu la semaine dernière. Il y en a peu, mais comme je le dis à chaque fois, la qualité, c'est pas forcément la quantité non plus. Alors il y a Lucas et Mélanie de Marseille, il y a Aude Javel, sur les réseaux sociaux que je salue. Il y a Nicolas et Martine. Alors je ne vais pas préciser le nom du passage, précisément, vous savez les passages parisiens, là, Jouffroy, oui, Choiseul et compagnie. Et eux, ils ont la chance d'habiter l'un des appartements de ces fameux passages. Vous savez, quand on regarde, quand on lève les yeux, en fait, on voit des espèces de verrières. Et en fait, quand on regarde bien à travers les verrières, on voit des appartements et des immeubles. Passages féeriques. Ouais, c'est magnifique d'habiter là. Ils ont vraiment du bol. On se fixera un rendez-vous. Voilà. Et également, Habib de Tataouine. Tataouine, je rappelle que ça existe, parce qu'on dit souvent Tataouine en pensant que ça n'existe pas. Et également de Damary Lélis. Voilà pour mes remerciements. Ah, Damary Lélis, à côté de chez ma maman. Ah bah, dans le 77. On l'embrasse, donne son prénom. Habiba. Habiba, on t'embrasse. Merci Mourad en tout cas, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, c'est toujours un plaisir. Oui, j'espère bien, merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir regardé. L'œil de Moumou, vous l'aurez compris, c'est terminé. On rappelle que le média ne vit que grâce à vous, à vos abonnements, à vos dons. Alors restez connectés. Excellente suite des programmes et à la semaine prochaine.